Bonjour à tous. Je vais profiter de la journée mondiale de lutte contre l'hépatite qui s'approche le 30 juillet, de parler de l'hépatite B et C en hémodialyse. On va parler de la prévention, le dépistage, la vaccination et la prise en charge en général. Pour l'introduction, comme vous savez, l'hémodialyse est une procédure invasive à risque infectieux élevé en raison d'axes vasculaires multiples, le contact avec le sang et les manipulations multiples. Ce qui fait il y a une fréquence élevée des infections transmises par le sang, essentiellement l'hépatite B et l'hépatite C, chez cette population. Et si le risque de transfusion sanguine a diminué depuis le dépistage de ces infections chez les donneurs de sang, la transmission nosocomiale, elle reste un défi majeur, surtout quand il y a une absence de mesures de prévention. Et quand ces patients sont contaminés par le virus B et C, il va y avoir des problèmes de diagnostic, de pronostic et thérapeutique. Problèmes de diagnostic, des tests virologiques ne sont pas toujours fiables chez ces patients. Des problèmes de pronostic avec un risque de passage à la chronicité élevé et ça retentit sur la survie et sur le greffon et des problèmes aussi thérapeutiques par un traitement prolongé et ça pose parfois problème pour transplantation rénale. Quelques chiffres pour l'épidémiologie. On commence par l'hépatite C. Plusieurs méta-analyses qui ont été publiées dans le monde. La dernière, c'est celle-ci de 2022 qui a regroupé 407 études chez 70 pays. Ces études sont publiées entre 1989 et 2021. Il regroupe 1 300 000 prélèvements, patients, pardon, et la prévalence mondiale est de 20,7% HVC positif. Avec des variations importantes entre les régions, l'Afrique avec la prévalence la plus élevée, 28%. Également, ils ont noté dans cette dernière méta-analyse qu'il y a une diminution significative au fil des années avant et après 2000, et cela lié au dépistage du donneur de sang et également les mesures de prévention. Pour la B, l'hépatite B, également plusieurs analyses. Celle-ci qui a rassemblé 266 études publiées entre 1990 et 2022, qui a regroupé presque 800 000 patients immondialisés provenant de tous les continents. La prévalence basée sur l'antigène HbS est de 7,57% avec une importance variation géographique. La prévalence la plus haute, c'est en Amérique du Sud et de 9,73% et en Afrique, vous avez une prévalence de 5,5%. Pour l'Afrique, la méta-analyse la plus large qui a été publiée en 2021 a regroupé 39 études. Elle rassemble 23 500 patients. La prévalence pour l'hépatite B est 9,8%, pour l'hépatite C 23% et 7,18% pour les co-infections. Et vous voyez ici l'Afrique du Nord donne les chiffres les plus élevés, 12,27% pour l'hépatite B et 29,69% pour l'hépatite C. Et les études de l'Afrique du Nord provenant de l'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Maroc, mais l'Algérie ne représente pas dans cette étude, il n'y a pas des données algériennes. En Algérie, il y a un manque de données. Il y a un mémoire de master publié en 2015 de biologie. Ils ont analysé 302 patients. La prévalence retrouvée était de 8,94 antigènes HbS positifs et 23,5% de VHC positif. Un autre chiffre délivré par le ministère de la Santé en 2008, dont un chiffre de 23,8% de patients hémodialysés HVC positifs.
Il y a deux autres conférences à Alger et un autre à Constantine Zitouni en 2010 qui a rapporté un taux de HVC positif à 22,8%. On passe à la transmission du virus en hémodialyse. Comme vous savez, les patients hémodialysés sont vulnérables à ces infections. Cela résulte à l'association de plusieurs facteurs, la transfusion sanguine, la transmission associée aux soins et également l'immunodépression urinique, qui fait il y a une mauvaise réponse au vaccin contre l'hépatite B et le malade reste vulnérable à ces infections. Pour les premiers facteurs, la transfusion sanguine devient de plus en plus faible. Il reste un risque résiduel faible parce qu'il y a le dépistage des dons de sang pour l'hépatite B depuis les années 80, qu'on fait le dépistage de l'antigène HBs chez les donneurs de sang. Et depuis novembre 2021, ils ont introduit également le dépistage des anticorps anti-HBC. Pour l'hépatite C, le dépistage a commencé au début des années 90 et en plus de dépistage des donneurs de sang, le recours à la transfusion devenait de plus en plus faible à cause de l'érythropoïétine qui est actuellement disponible en Algérie. Le deuxième mode de transmission associé aux soins, qui est essentiellement dû à un défaut dans les précautions standards, par mauvaise hygiène des mains, absence de changement de gants entre deux patients, des infections insuffisantes des surfaces, contamination des chariots de soins ou du matériel partagé, erreur de manipulation du matériel, préparation du médicament dans une zone contaminée, et l'utilisation inappropriée de flacons multidoses, les héparines et les sérums. Tout ça favorise transmission au milieu de soins, y compris les centres d'hémodialyse. La transmission associée aux soins est plus élevée pour l'hépatite B que la C. Parce que l'hépatite B, il y a des malades qui ont une charge virale très élevée, parfois 10 puissance 8, 10 puissance 9. Et parallèlement à cette charge virale, une dose infectieuse très faible, c'est-à-dire il suffit une petite dose pour que le malade soit contaminé. Et également, c'est un virus très résistant au milieu extérieur. Il peut survivre plus de 7 jours sur des surfaces sèches et il garde toute sa contagiosité. Pour le générateur, est-ce que le générateur est transmis ou non? Oh non, pardon. Non, le générateur n'est pas un facteur direct dans la transmission des infections de l'hépatite B et C en hémodialyse. Le générateur, il contrôle les paramètres de dialyse, le débit, le frisson, la température et la préparation du dialysat. Mais le sang circule dans un circuit extracorporel, c'est-à-dire indépendamment du générateur. Et ici, on a les lignes veineuses et artérielles. Et ici, le dialyseur. Ici. Et tout ce circuit extracorporel est éliminé à la fin et jeté à la poubelle après chaque séance. Il est à usage unique. Dans ce dialyseur, là où il y a le sang de malade, également le liquide de dialysa, séparé par une membrane semi-perméable qui laisse passer l'eau et les petites molécules telles que l'urine, le créate et les électrolytes et empêche le passage des cellules et du virus de l'hépatite B, l'hépatite C et aussi l'HIV. On passe à la particularité liée aux hépatopathies en général chez les patients insuffisance rénaux. Ils se singularisaient par certaines caractéristiques biochimiques, virologiques et histologiques. Pour les premières, les caractéristiques biochimiques, il faut savoir que les transaminases chez les patients ont une insuffisance rénale sont peu informatives.
Et le taux sérique de base chez ces patients des alertes généralement plus bas. Parce qu'il y a une diminution de pyridoxal 50 phosphate, c'est un coenzyme de transaminase, et aussi la réduction de la synthèse des alertes, aussi l'hémodylation et aussi l'accélération de la clairance de sérum. Pardon, l'accélération de la clairance du sérum. Par contre, il y a augmentation de gamma-GT. Elle est plus sensible, elle témoigne chez les patients une atteinte hépatique. Voici cette étude qui a bien expliqué pourquoi les patients hémodialysés ont un taux de alerte faible. Ils ont vérifié la sensibilité et la spécificité de taux d'alerte chez l'IRC avec une infection HVC positive. Quand ils ont pris une valeur basse, 40 unités, c'est la limite supérieure à la normale chez la population générale, ils ont trouvé la sensibilité faible et la spécificité élevée. Quand ils ont diminué le taux d'alerte chez ces patients, ils ont trouvé une sensibilité et augmenté. La sensibilité est augmentée. Donc, ils ont suggéré un taux d'alerte chez l'hémodialysé et à peu près de 0,6 fois la limite supérieure à la normale. Donc, même en abaissant le seuil, la sensibilité reste modérée. Il était suggéré de diminuer la limite supérieure à la normale de transaminase chez l'hypercitique. Et pour les caractéristiques virologiques, il y a une diminution de la sensibilité des tests virologiques. Par exemple, pour l'hépatite C, on peut avoir des malades virémiques PCR positives avec une sérologie HVC négative, avec un taux qui a été rapporté dans la littérature entre 0,23 et 9%. Aussi, la séroconversion retardée, plusieurs semaines par rapport à la population générale, et également une possibilité de séroréversion HVC positive, c'est-à-dire elle était positive, on peut le retrouver négatif après certain temps. Pour la charge virale, il y a une diminution de la charge virale au décours de la séance de dialyse à cause de l'absorption du virus au niveau de membrane de dialyse et aussi l'effet inhibiteur exercé par l'héparine et également la distraction sous l'effet de pression. Parfois, on peut même trouver des faux négatifs chez le patient réaliser un prélèvement après séance de dialyse. Pour l'hépatite B, la charge virale souvent plus faible, mais l'infection persistante possible même à bas niveau. C'est pour cela le moment optimal pour faire le prélèvement, c'est avant la séance de dialyse. Ceci dit que la charge virale reste l'outil diagnostique de référence pour détecter l'infection active chez l'hémodialysé. Pour les caractéristiques histologiques, pour évaluer la fibrose, qui est indispensable pour évaluer la sévérité de la lésion et aussi un intérêt dans la décision thérapeutique. Et aussi pour les patients en attente de transplantation, rechercher une cirrhose et contre-indiquer une transplantation rénale seule. Il impose une transplantation de hépatique et rénale, les deux. Pour les moyens d'évaluation de la fibrose, la PBH réalisée par voie transjugulaire parce qu'il y a le risque hémorragique, même si le taux de plaquettes est correct, mais ces plaquettes ne fonctionnent pas correctement, c'est-à-dire il y a une thrombopathie associée. Et c'est un geste également invasif et sa réalisation pas toujours facile.
Il y a d'autres marqueurs non invasifs comme l'élastographie et les marqueurs biochimiques, l'abri et le FIB4. Ça, c'est une étude au début des années 2000 qui évalue la sensibilité de FibroScan et FibroTest chez les patients qui avaient un PBH et un score Métavir inférieur à F2. Et vous voyez que la classification correcte de FibroScan est de 90% de sensibilité. D'autres études récentes publiées en 2021, il y avait conclu que l'élastométrie est aussi performante que chez les patients non irémiques validés pour la détection de fibrose significative. La réalisation de la élastométrie. Il faut éviter la faire avant la séance d'hémodialyse parce que il y a une infiltration hydrique, une surcharge hydrique qui entraîne une rigidité hépatique et comme ça, il va y avoir une surestimation de la fibrose hépatique. Donc, il est préconisé de réaliser l'élastométrie après la séance de dialyse. Et pour les autres marqueurs biologiques, l'abri et le FIB4 est largement utilisé en population générale et applicable en hémodialyse. Là, c'est une étude qui comparait les résultats de biopsie hépatique chez les patients dialysés et les patients non dialysés. Le résultat de la biopsie hépatique et de la fibrotest. Le diagnostic ici chez les patients dialysés est de 72%, non dialysés c'est 78%. Ici, les résultats sont rapprochés. On passe maintenant aux aspects cliniques des infections HVC et HBV en hémodialyse. Donc, on commence par l'hépatite virale C. D'abord, il a été démontré par plusieurs études que les patients virémiques HVC positifs, cela retentit nettement sur la survie du malade. On voit ici une étude qui a été rapportée et montré qu'après 8 ans, il y a 32% versus de 52% de survie par rapport à la population HVC négative. Également, il y a une augmentation importante de la mortalité chez ces patients hémodialysés virémiques HVC positifs avec un risque relatif presque à 6. Et également, cette étude publiée en 2012 en USA montrait une augmentation significative de l'incidence de carcinome hépatocellulaire. Également, il y a un impact important quand on ne traite pas l'hépatite C après transplantation rénale. Vous voyez l'étude de la survie après 10 ans est plus basse chez les patients virémiques HVC positifs que les patients HVC négatifs. Même le greffon, la fonctionnalité du grain diminuait plus rapidement chez les patients HVC positifs que les HVC négatifs. Donc, vous voyez ici, le plus bas, c'est l'hépatite C, puis l'hépatite B, et ici, les patients non virémiques, ni B ni C. En plus de greffon, il y a une menace de pronostic rénal de 20 à 30% d'apparition de glomérulonéphrite membrane non proliférative et également des cas de hépatite fibrosante cholestatique et elles sont très graves chez les malades transplantés. En plus de ces conséquences, dernièrement, il y a des études méta-analyse qui a été publiée et qui a rapporté que l'HVC et l'hémodialyse associent des manifestations extra-hépatiques, essentiellement cardiovasculaires. Et vous voyez, la mortalité de HVC est très élevée, qu'elle est soit liée à l'atteinte hépatique, mais également liée à l'atteinte cardiaque avec un risque relatif de 1,18. Le traitement actuel
profondément transforme le pronostic de l'hépatite virale C, c'est-à-dire les antiviraux à action directe qu'on utilise actuellement. euh, et la maladie qui a été difficilement maîtrisable dans les centres est devenue une infection curable. Avec ces antiviraux à action directe, le taux de guérison virologique est supérieur de 95% comme la population générale. Et ils ont bien toléré. Et ces traitements sont de courte durée de 8 à 12 semaines. Il y a une nouvelle vision de l'hépatite C en dialyse. On ne cherche pas à contrôler ces infections, mais d'éliminer le virus totalement de ces unités. Le traitement utilisé au début, c'est la glycapviril et albisviril. Mais actuellement, on utilise le sofosbuvir qui était évitable au début à cause de l'insuffisance rénale. Dans les cas de l'insuffisance rénale, à cause de l'accumulation métabolique de GS 33107 qui apparaît toxique, mais par la suite, les études ont confirmé sa sécurité chez les dialysés et les recommandations récentes d'autoriser même pour le débit de filtration inférieur à 30. Et ça, c'est une étude algérienne qui a été publiée en 2025 qui rapporte un traitement de 120 patients hémodialysés, rapporte une réponse virologique soutenue de 93%. Et c'est un traitement très bien toléré malgré il y a 2 décès, mais c'est pas à cause de l'hépatite C. On passe à les conséquences cliniques de l'hépatite B chez l'hémodialysé. Dans l'hépatite B, il y a une augmentation de risque de passage vers la chronicité de 60%. Par contre, dans la population générale, uniquement entre 5 à 10%. Cependant, il ne semble pas avoir de différence du taux de morbidité et de mortalité chez les dialysés et les populations générales. Le problème dans l'hépatite B pose chez les transplantés, il va y avoir des exacerbations mettant la vie en danger. Comme vous voyez, la survie après 10 ans est plus faible chez les hémodialysés. Également, il y a une menace sur le pronostic vital après greffe rénale euh, par hépatite fibrosante cholestatique liée à l'hépatite virale B, la réactivation virale B et le carcinome hépatocellulaire sur une forme non sérotique. Le traitement de l'hépatite B, les molécules actuelles, ce sont les analogues nucléotidiques. Ils ont une forte puissance antivirale, une haute barrière génétique principalement entraîne une suppression durable de la réplication virale. Cela permet de prévenir la progression de la maladie hépatique, réduire le risque de carcinome hépatocellulaire, optimiser les résultats de la transplantation rénale. Les médicaments utilisés sont l'anticavir et le tenofovir. Plusieurs experts disent qu'il faut élargir les indications de traitement de l'hépatite B. Certains disent qu'il faut traiter tous les patients dialysés. Cependant, les recommandations nationales restent les mêmes que la population générale, c'est-à-dire chez les cirrhoses avec ADN VHB détectable, pour aussi l'hépatite chronique active avec réplication virale et une atteinte hépatique significative avec une fibrose significative supérieure ou égale à F2, l'âge et la charge virale élevée parfois intervenir, projet de transplantation rénale et l'immunosuppression prévue. La prévention basée sur plusieurs étapes, le dépistage, les moyens de précaution d'hygiène et l'isolement et aussi la vaccination. Pour le dépistage initial et précoce,
Normalement, dès que le malade a une maladie rénale chronique, il doit être dépisté et vacciné contre l'hépatite. Euh, donc, le dépistage pour l'hépatite C, c'est la sérologie, HBC. Et pour l'hépatite B, c'est les trois marqueurs, l'antigène HBS et l'anticorps HBC et l'anticorps HBS. Euh, parce que il faut les trois paramètres, parce que lorsqu'on a un antigène HBS négatif et un anticorps HBC positif, ce sont des patients qui ont une hépatite B résolue et ces patients peuvent poser problème lorsqu'il y a un risque de l'hépatite occulte, mais surtout lorsqu'il y a un projet de transplantation rénale. C'est des malades qu'on doit le traiter avant la transplantation rénale. Ce dépistage doit être répété et régulier, généralement chaque 6 mois, et parfois plus en cas d'exposition à un risque, ou bien un nouveau cas dans le groupe, ou bien cytolyse inexpliquée ou une autre signe d'orientation. Deuxième volet dans la prévention sont les mesures de précaution standard par l'hygiène des mains avant et après chaque soin, changement de gants entre chaque patient, désinfection des postes et des équipements après chaque séance, préparation de médicaments dans une zone propre dédiée et l'interdiction du partage de matériel injectable. Et aussi, il faut faire des formations continues, des audits réguliers, des pratiques du personnel et aussi la sensibilisation du soignant sur le risque de transmission croisée et le risque que présentent les mains. Troisième volet, l'isolement des malades, notamment l'hépatite B, les recommandations internationales, une salle ou un secteur dédié aux patients, personnel dédié lorsque cela est possible, un générateur dédié à ces patients, pas parce que le générateur ne transmet pas, mais il fait un partie de politique globale de séparation de ces patients infectés. Donc, la stratégie vise à réduire le risque de contamination croisée par l'environnement, le matériel ou les erreurs humaines. La quatrième volet, la vaccination contre l'hépatite B est la mesure la plus efficace. Permet de réduire de façon spectaculaire la transmission de l'hépatite B. Il faut vacciner précocement, un schéma de vaccinal renforcé, c'est-à-dire en dose et nombre. Normalement, on fait 4 injections pour les mondialiser et une dose doublée, c'est-à-dire 40 unités. Contrôler régulièrement le taux des anticorps. Après un mois, il faut avoir un taux des anticorps normalement supérieur à 100 et pas à 10. Rappel, lorsque le titre d'anticorps protecteur diminue, il faut contrôler le taux des anticorps protecteurs. Mais qu'est-ce que s'est passé ou bien en réalité? En réalité, la vaccination après l'insertion dans le circuit de l'hémodialyse, normalement c'était avant. Donc, après l'insertion dans le circuit de l'hémodialyse, donc il y a un risque d'infection avant le développement d'une immunité vaccinale efficace. Deuxièmement, l'immunité vaccinale non contrôlée prévient le patient de renforcer la vaccination nécessaire en cas de non-réponse. En cas de non-réponse, on doit rajouter une dose de rappel ou bien on refait la vaccination. Jusqu'à 2 fois, on peut refaire la vaccination. Sinon, on recourt aux immunoglobulines. Donc, le schéma vaccinal n'est pas renforcé. Toujours 3 injections. On n'a pas fait 4 injections à dose doublée. Et pas de suivi cinétique de l'anti-HBS. Et selon les dernières recommandations, il faut un taux de anticorps protecteurs supérieur à 100 chez les immunodéprimés dans les hémodialysés. Et merci.